Autoriser tout le monde. Bon, je vous propose de démarrer. Parfait. Alors, je fais rentrer les derniers et c'est bon. J'autorise tout le monde. Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire comment anticiper et préparer votre introduction en bourse. Donc, qui est co-organisé en partenariat avec Euronext, donc place boursière de la zone euro, et le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis Christophe Dessagne. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis en charge au sein du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, au sein du pôle économie, d'un dispositif d'accompagnement à la levée de fonds, donc qui consiste à accompagner, à préparer plutôt les startups à une orientation vers l'ouverture de capital. Quelques consignes avant de démarrer ce webinaire. Donc, il y avait à peu près une cinquantaine d'inscrits. Donc, il y a plutôt pas mal de monde, on va dire, qui est intéressé par le sujet. Alors, comme on est assez nombreux, quelques consignes pour que tout soit fluide. Donc, merci de couper vos micros. Et l'image, si possible, durant l'échange qui va suivre. Cette séance, elle est enregistrée et elle sera diffusée par la suite sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vous invite à poser pour le moment vos questions en chat. C'est plus simple, donc je ferai une sélection de questions qu'on posera à l'issue en fait de l'échange. Et donc pour entamer ce webinaire, donc j'ai le plaisir d'accueillir donc Alexis Janin, qui est directeur Auvergne-Rhône-Alpes d'Euronext, et notre grand témoin Rémi Baert, que je remercie, qui est le PDG de Cumulus Vape, donc qui est un e-commerçant spécialisé dans la cigarette électronique et les produits connexes, donc qui est situé à Corba. Donc Alexis, je vous laisse la main et n'hésitez pas à poser vos questions par le chat, s'il vous plaît. Merci. Bon webinaire. Merci Christophe. Bonjour à tous et merci encore d'avoir accepté cette invitation pour ce webinaire ce matin. Pendant l'heure qui va suivre, je vous propose de nous attacher à présenter la dynamique de la filière tech en France et des startups, la place qu'elle occupe en bourse et les nouvelles tendances de marché, mais surtout de centrer ce webinaire sur l'échange avec Rémi, qui est donc le président directeur général de Cumulus Vape et qui a accepté de partager son expérience ce matin avec nous. Comme l'évoquait Christophe il y a un instant, Cumulus Vape est donc une société spécialisée dans la vente de produits de la vape à la fois en B2B et en B2C. Et c'est une société qui est aujourd'hui l'un des leaders français du secteur et qui a connu, comme nous en reparlerons, une hypercroissance depuis sa création. Et ce webinaire sera aussi l'occasion de vous présenter très rapidement nos initiatives et les parcours d'accompagnement que nous avons dessinés pour les dirigeants de sociétés qui ne sont pas encore cotées et qui souhaitent comprendre si la bourse peut être ou non une réponse pertinente pour déployer leurs objectifs et leurs ambitions. Alors, je débuterai rapidement sur un petit rappel de ce qu'est Euronext aujourd'hui. C'est donc la bourse française, mais pas seulement, car nous opérons aujourd'hui aussi les bourses de Belgique, des Pays-Bas, d'Irlande, du Portugal, de Norvège et aussi depuis peu celle de l'Italie. Donc nous avons depuis 3 ans fortement accéléré notre expansion en Europe afin de construire le premier marché véritablement pan-européen qui sera capable de transformer la première zone d'épargne au monde en tremplin pour les entreprises de croissance et en l'occurrence pour la tech. Euronext a la particularité, contrairement à d'autres bourses européennes et mondiales, d'être principalement centrée sur le financement de l'économie réelle et en l'occurrence des PME et des ETI. Nous en comptons aujourd'hui plus de 1500 et nous avons accompagné depuis quelques années plus de 500 nouvelles entreprises à la cotation, avec 60 milliards d'euros environ levés sur cette période pour les PME et ETI. Et la tech à l'intérieur de tout ça, donc les startups et les scale-ups, ça représente environ 35% des sociétés cotées. Donc c'est extrêmement important. Si on se centre plus particulièrement sur la France et sur Paris, on peut voir que
la filière tech est extrêmement importante et bien représentée. Et les différentes filières, nous on les classe de manière un peu arbitraire sous propre chapiteau. À la fois les TMT, les sciences de la vie et la clean tech, ont gagné énormément en diversité et en profondeur ces dernières années. On a eu dans les années 2000 une vague de la tech qui s'est centrée principalement sur les télécoms, les ESN, l'électronique par exemple. Et aujourd'hui, on voit que sur ces aspects digitaux, c'est plutôt le logiciel, les créateurs de contenu, la fintech ou le e-commerce par exemple qui prend le relais. Et puis deux autres piliers majeurs de la cote aujourd'hui, les sciences de la vie, franchise qui s'est construite extrêmement rapidement puisque c'est une centaine de sociétés qui sont arrivées à la cote en 10 ans environ et qui couvrent aujourd'hui de nombreuses aires thérapeutiques allant de l'oncologie au diabète. Et puis enfin la clean tech qui, si elle n'est pas une filière récente, connaît elle est redynamisée de manière extrêmement importante depuis 18 mois maintenant, avec un très fort intérêt des investisseurs. Et elle a représenté sur le dernier semestre environ 30% des IPO tech, avec voilà, des sous-secteurs que vous pouvez voir qui s'enrichissent extrêmement rapidement, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc on retrouve parmi ces sociétés cotées un très large spectre de taille, comme vous pouvez le voir, qui va de la PME au grand groupe. Et ce sont toutes des entreprises qui utilisent aujourd'hui la bourse pour financer leur croissance, mais pas seulement. Dans cet univers de la technologie qui est aujourd'hui extrêmement compétitif, on voit bien que les enjeux de recrutement et de fidélisation des talents est devenu une clé, et la bourse, pour ça, constitue un excellent vecteur pour partager la réussite et fédérer les ambitions. Dans cet environnement tech aussi en évolution rapide, souvent les entreprises et les PME de croissance sont en recherche de crédibilité, de solidité et de notoriété. Et c'est aussi ces éléments déterminants qu'elles viennent chercher auprès de la bourse pour accélérer notamment les contrats et l'expansion du business. Donc de ce point de vue, être coté, c'est souvent un label de qualité extrêmement important pour être reconnu à l'international. On cite quelques-unes des IPO récentes que vous pouvez voir là. J'allais dire qu'il y a 3 éléments importants qui marquent un peu le changement de perception et la nouvelle tendance des sociétés technologiques en bourse. La première caractéristique des IPO récentes, c'est que ce sont tous des sociétés en hypercroissance, comme Cumulus qui sera notre témoin du jour. Donc, c'est ce que les investisseurs recherchent. Pour la plupart, ce sont des généralistes et ils recherchent à accélérer des histoires qui sont en train de changer de dimension en investissant à l'intérieur. Le deuxième point, c'est que cet appétit pour la croissance, il est encore plus fort quand l'économie ralentit. Et on a pu le voir notamment pendant la crise. Les modèles du digital et les modèles de la santé ont été particulièrement boostés. Et du coup, ont été particulièrement recherchés et ont connu une forte augmentation de leur valorisation. Mais c'est aussi le cas de la deep tech, qui pourtant est la plupart du temps pré-revenu ou pas encore rentable, et qui est apparu pendant la crise comme un secteur refuge pour les investisseurs. Donc ces différentes filières de la tech ont finalement été à peu près toutes les grandes gagnantes de la crise. Elles ont bénéficié d'un afflux important de capitaux. Et les gérants actions ont finalement changé totalement le prisme et la manière dont elles voyaient la tech. Souvent, comme nous, on le disait, les investisseurs ajoutaient des nouveaux fonds sur la technologie quand ils avaient finalement plus d'argent que d'idées. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et finalement, la tech devient le cœur du portefeuille, le cœur de performance de leur portefeuille. Donc voilà, la deuxième caractéristique j'allais dire, qui change l'appréhension de la tech aujourd'hui, c'est que la bourse a appris à valoriser des activités parfois modestes par rapport à la taille des marchés adressés. Donc, il faut simplement convaincre finalement les investisseurs de sa capacité à accélérer sa croissance grâce à la bourse. Donc, c'est pas le niveau de chiffre d'affaires qui fait la différence pour ce côté en bourse. Finalement, c'est plutôt la confiance dans sa traction commerciale. Et là, à nouveau, je pense que Rémi sera un excellent exemple de ça. Cumulus est arrivé assez tôt dans son chemin de croissance, mais finalement, il avait la conviction que son business model était d'aplomb, était en marche, et que tout euro investi dans son entreprise allait lui permettre d'accélérer fortement. Le troisième point, c'est la rentabilité.
et l'absence de rentabilité n'est pas forcément un frein à l'introduction en bourse, et ce n'est pas le principal déterminant du choix des investisseurs. Cela dit, ils veulent par contre la preuve que le modèle économique de la société va amener une rentabilité à court terme et qu'elle sera vraisemblablement de qualité. Et d'ailleurs, nous, on peut observer dans les statistiques que sous 2 à 3 ans après l'introduction en bourse, pour les sociétés qui n'étaient pas encore rentables, elles le deviennent et elles améliorent sensiblement leur rentabilité d'exploitation. Et c'est la preuve d'ailleurs que l'argent de l'IPO est bien utilisé. Et cela permettra, comme on le verra dans quelques instants, à l'entreprise de relever à nouveau des fonds si elle en a besoin dans son parcours de croissance. Voilà ce que je voulais évoquer. Et du coup, 2 slides qui évoquent ça. Donc déjà la dynamique d'IPO qu'on peut voir depuis 5 ans avec une année 2021 qui sera record. Là, les chiffres sont arrêtés il y a déjà quelques semaines et on atteindra vraisemblablement, on dépassera les 60 cotations cette année. Donc, comme vous pouvez le voir, une année très importante. Et je voulais juste souligner par la slide suivante, ça c'est les opérations secondaires, donc les sociétés qui sont déjà cotées et qui relèvent des fonds une fois qu'elles sont en bourse. Et là, on peut voir ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement, pour 1 euro levé, lors de l'IPO, il y a souvent 3, 4, 5 euros qui sont levés en post-IPO par les sociétés pour continuer leur chemin de développement, que ce soit pour faire du M&A ou pour s'internationaliser, par exemple. Je propose de passer la parole à Rémi pour qu'il nous présente un peu plus son parcours, son projet et ses ambitions pour Cumulus Vap. Parfait, merci pour le passage de relais, Alexis. Merci Christophe pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de partager notre expérience. Donc le format à venir sur les prochaines minutes sera un petit jeu de questions-réponses entre Alexis et moi-même. Je vais introduire effectivement en expliquant qui est notre société, ce qu'elle fait et pourquoi est-ce que je suis là devant vous parler aujourd'hui. Donc Cumulus Vap est une société qui a été fondée en 2012, spécialiste des produits du vapotage, qui a eu un vrai virage stratégique en 2015 lorsqu'elle est venue s'installer à Lyon. Et c'était Lyon même, en l'occurrence, avant de déménager sur Corba quelques années après, avec très rapidement une volonté affichée de devenir l'un des leaders européens. L'un des leaders européens passé par une croissance extrêmement forte, naturellement, même une hyper-croissance, puisque à cette époque-là, nous étions une grosse TPE ou une petite PME avec un chiffre d'affaires aux alentours des 3 millions d'euros. Beaucoup d'idées nous sont venues. Notre secteur est très réglementé, la publicité interdite et nous avions absolument besoin de gagner en crédibilité, de gagner en notoriété et en efficacité à tous les points. L'idée nous est venue un jour de nous renseigner sur Euronext et nous sommes allés taper à la porte du monsieur que j'aperçois à l'écran, Alexis Janin, ici présent, en se posant la question de dire est-ce que nous sommes éligibles à une cotation. Donc Alexis nous a parfaitement renseigné sur le sujet, orienté vers les bons interlocuteurs pour la structuration de notre dossier, et on viendra dans les détails un petit peu après, j'imagine, Alexis. Et donc nous avons décidé de nous coter en 2019 sur Euronext Access. Et nous sommes depuis peu cotés désormais sur Euronext Growth. Notre entreprise a depuis énormément grandi, mais on va rentrer dans les détails dans le jeu des questions-réponses, Alexis, j'imagine. Oui, on peut faire ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quand tu as franchi le cap de cette première cotation, alors déjà pourquoi tu l'as fait, même si là tu l'as partiellement évoqué, peut-être des sujets de visibilité principalement, et quel chiffre d'affaires tu faisais à l'époque, la taille de l'entreprise Donc la première cotation donc sur le compartiment Euronext Access a eu lieu fin mai 2019. L'objectif qui était le nôtre était clairement une recherche de visibilité et de crédibilité. Nous n'avions à ce moment-là pas levé de fonds, puisque notre cotation était dite technique, donc c'était une cotation sans levée de fonds adossée, associée. Nous avions mis un petit peu de liquidité sur le marché pour quand même permettre au cours d'exister, mais la volonté première qui était la nôtre était d'être coté. Être coté pour nous structurer un petit peu plus, puisqu'il y a quelques obligations lors d'une cotation, et ces obligations allaient nous permettre d'accélérer la structuration d'entreprise. Donc ce qui peut être identifié par certains comme étant des contraintes était finalement pour nous une feuille de route, puisque la suite et les ambitions qui sont les nôtres nous obligeaient à passer par cette étape-là tôt ou tard. Donc c'est dans cette démarche-là que nous avons fait cette cotation sur Euronext Access. Et donc vous faisiez quel CA à peu près à l'époque?
quelques millions, je me rappelle plus. On était sur un chiffre d'affaires, la première année de cotation 2019, coté en mai 2019, l'exercice a été clos à 6,5 millions. Okay. Et vous étiez combien environ dans l'entreprise? On était combien dans l'entreprise? Alors l'effectif bouge souvent, c'est une question un peu piège. J'aime beaucoup toutes mes équipes, qu'on soit bien tous d'accord. J'y rentre 25 et 30. Ok. Ok, très clair. Donc, pas d'ambition de levée de fonds à cette époque. Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Visibilité. L'entreprise a toujours été rentable. L'entreprise a toujours été rentable. Nous avions un soutien de nos partenaires bancaires réels, correspondant à nos besoins d'époque, mais avec la conscience évidemment qu'une fois coté, si besoin de lever des fonds, ce qui arrivait par la suite du parcours, cela allait être pour nous beaucoup plus simple. Ok. C'est très clair. Et alors, du coup, vous n'étiez pas forcément le leader à l'époque. Est-ce que, du coup, cette ambition de ce côté, c'était un signal pour le marché? Et comment vous avez géré cette communication? Alors, c'était un signal extrêmement fort, puisque lors de la cotation, nous avons dû un petit peu détailler notre feuille de route et nos ambitions. Nous n'étions pas leaders en France, nous ne sommes d'ailleurs toujours pas. Nous faisons partie des leaders aujourd'hui. Mais donc, le message a été donné, comme quoi nous souhaitions à terme pour nous étant horizon 2025, devenir l'un des principaux leaders européens. Donc naturellement, cela fait bouger pas mal de choses. Ça a eu énormément de répercussions auprès de la concurrence, dans une moindre mesure, mais aussi et surtout auprès de l'ensemble de nos partenaires, de nos fournisseurs et de nos clients, puisque la crédibilité de l'entreprise et la dimension que l'entreprise a pris, alors même que son chiffre d'affaires n'avait pas encore explosé, j'ai envie de dire, la crédibilité que nous offrait la cotation nous a permis de rayonner beaucoup plus. Et donc, effectivement, cela a changé beaucoup de choses, d'autant plus que dans notre discours et dans nos plans, puis ça fait partie de nos plans, nous avons une volonté de fédérer toute une filière autour d'une entreprise qui est aujourd'hui la seule entreprise de son marché, la première, toujours, et la seule entreprise de son marché de côté sur les marchés financiers. Nous sommes en Europe la seule entreprise des produits du vapotage cotée. C'est très clair. Et alors, du coup, pour le process en lui-même, parce que c'est aussi pour ça qu'on est là, alors est-ce que c'était compliqué? Par qui tu as été accompagné? Combien de temps ça t'a pris? Et puis, puisqu'on est là pour lever les tabous, combien ça t'a coûté cette première cotation sur Euronext Access? Alors, la dernière question est un peu plus tabou que les autres. Les premières sont plus simples à répondre. Sur le délai, que je dise pas de bêtises, ça a été une petite année de travail parce que nous avons pris le temps de bien faire les choses. Donc, nous nous sommes entourés donc d'un listing sponsor, en l'occurrence Atout Capital, nous a accompagnés pour la structuration du dossier. Nous sommes accompagnés par notre cabinet d'avocats d'affaires, l'ami Lexel, qui nous suit sur un tas d'autres sujets. Nous sommes accompagnés par notre pool bancaire constitué du CIC, du LCL, qui a parfaitement joué son rôle à ce moment-là, et nous avions pris une agence de communication financière, Actifin, pour ne pas les citer aussi, pour la constitution du dossier. Est-ce que ça avait été compliqué? Et Mazars, évidemment, Mazars en sa qualité de commissaire aux comptes. Est-ce que c'était compliqué? Honnêtement, non. Ce que j'ai plaisir à dire à chaque chef d'entreprise que je croise, je pense pas que côté son entreprise soit plus compliqué que de gérer son entreprise au quotidien. À partir du moment où l'entreprise est structurée et à minima la volonté de l'être et les capacités de l'être, finalement, c'est de la production de documents et de data. Il y a certains éléments pour être compliant, mais nos partenaires de l'opération sont là pour structurer le dossier à nos côtés. C'est du temps, c'est effectivement du temps à consacrer, mais si nous avons réussi à le faire, j'imagine que beaucoup sont capables de le faire aussi. Ok, très clair. Alors du coup, tu veux pas donner de chiffres, mais, non, c'est pas que je voulais pas en donner. Alors c'est compliqué. Alors premièrement, notre cotation n'était pas adossée à une levée de fonds, parce que j'ai entendu dans différentes réunions des montants allant du simple au quadruple, si ce n'est plus. Mais finalement, si une levée de fonds, il y a des commissions passage. Mais globalement, la structuration du dossier pour couvrir l'ensemble des frais que j'ai évoqués. Donc pour rappel, un listing sponsor. Les avocats d'affaires, le travail du commissariat aux comptes, naturellement, et l'agence de communication financière. Fourchette large, on peut imaginer un bundle aux alentours des 100K. Après, libre à chacun de choisir différents partenaires et de mener ses négociations. Donc, chacun imaginera que ces 100K, on peut y rajouter 20 ou 30% à la baisse ou à l'os, mais faut pas. C'est un moment extrêmement important. Je pense pas qu'il faille lésiner, et s'entourer des bonnes personnes a toujours été une clé de futur succès. Oui, et puis bon, on entend du coup qu'il y a sans doute eu une partie qui a été pour la communication, donc qui a été un budget de communication autour de l'entreprise. Et
et sans doute qu'il y a eu des répercussions positives aussi au niveau du business immédiate liées à cette cotation. Immédiate, puisque la visibilité que nous confère une cotation boursière nous donne déjà accès au wire, outre les obligations légales de publication de certains documents, notamment financiers, nous permettent de communiquer des informations relatives à l'entreprise sur des médias comme Boursorama. Et évidemment, nos équipes avaient à cœur, moi le premier, de partager certaines de nos publications auprès de nos fournisseurs, auprès de nos partenaires. Donc un vrai budget de communication de notre côté pour jouer de cette cotation, puisqu'encore une fois, la particularité de notre cotation était d'entrer sur Euronext Access en cotation dite technique, donc aucune levée de fonds, vraiment pour l'aspect communication. La levée de fonds est intervenue un petit peu plus tard. Eh bien justement, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que du coup, avant même de transférer et de faire ce qu'on appelle une IPO, on reviendra sur ce que ça veut dire précisément cette année, du coup, entre les deux, tu as fait et tu as pu réaliser une opération de levée de fonds. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, je peux t'en dire beaucoup plus, Alexis. Donc Euronext Access, sans faire offense au compartiment qui est extrêmement pratique, mais était utilisé par nos soins comme étant un tremplin. Euronext Access n'a jamais été une fin en soi. Nous voulions être cotés pour justement commencer à écrire notre histoire boursière, respecter les codes de la bourse, outre les obligations, mais il y a aussi des codes et des bonnes habitudes à prendre. Donc nous nous sommes cotés pour apprendre à évoluer, à grandir avec et aux côtés d'Euronext. Très rapidement, nous avons été approchés par différents fonds, alors que nous n'étions pas forcément en recherche de fonds en ce moment-là. Nous avons été approchés par différents fonds avec qui nous avons discuté. Force est de constater que la croissance qui était la nôtre nécessitait d'alimenter un BFR plutôt très gourmand, puisque nous sommes une société de distribution en hypercroissance. Donc naturellement, les deux vont de pair et donc le BFR se retrouvait assez gourmand. Et donc nous avons décidé d'entamer des discussions avec l'un des fonds aujourd'hui au capital, Next Stage. Et après plusieurs mois de négociations, lorsque nous avions finalement coché quelques cases supplémentaires dans l'entreprise en termes de croissance, puisque donc l'exercice 2019, tu me posais la question tout à l'heure sur le chiffre d'affaires, 6,5 millions, si je dis pas de bêtises. 2020, nous avons fini à 10,5 millions. Et donc à ce moment-là, nous nous sentions prêts au regard de l'exercice qui nous attendait sur 2020, pardon, derrière 22 millions. Donc nous étions prêts à cette volonté de passage sur Euronext Growth. Et donc, nous souhaitions renforcer nos fonds propres et nos capacités de développement. Donc, nous avons été approchés par un fonds d'investissement, nous avons discuté avec eux et nous avons levé 2,5 millions d'euros alors que nous étions encore cotés sur Euronext Access à ce moment-là. Ok, super clair. Et du coup, tu parlais de cette phase d'apprentissage finalement que vous avez faite sur Access. Et nous, on appelle ça le chemin de confiance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça veut dire en réalité? Ouais, alors enfin c'est le chemin de confiance. On l'a appris. Alors on a su écouter tous les précieux conseils qui nous étaient donnés. Et Alexis, je te remercie une énième fois pour les précieux conseils que tu nous as donnés. Règle d'or, effectivement, vis-à-vis des investisseurs et peut-être encore plus vrai en bourse, c'est je fais ce que je dis ce que je fais, et notamment dans les objectifs annoncés. Donc nous avons su gagner la confiance du marché institutionnel et public, justement, en annonçant des objectifs ambitieux, en se battant corps et âme pour les atteindre et en les dépassant systématiquement. Désormais, pour notre 3e année de cotation, nous n'avons cessé d'atteindre nos objectifs, que nous avons plaisir à réviser, qui plus est en cours d'année. Donc notre croissance est plutôt très forte, mais effectivement, apprendre à bien communiquer, donc d'où l'importance d'une agence de communication, apprendre à communiquer sur les objectifs de l'entreprise, les détailler dans la mesure du possible, sans forcément se tendre de piège à soi-même dans ce qu'on va pouvoir annoncer, et surtout atteindre ces derniers, respecter l'ensemble des publications et des communications attendues par le marché, puisque le marché attend évidemment des communications de la part d'entreprises pour être à même à se faire un avis sur la valeur de cette dernière. C'est très clair. Donc, si je comprends bien, tu te cotes sur Access pour de la visibilité, de la notoriété, ta croissance continue, tu dépasses les objectifs que tu annonces et que tu te fixes, tu fais une levée de fonds intermédiaire. Et alors, pourquoi et comment tu as réalisé du coup cette année une IPO un micro qui est resté ouvert. Une IPO qui est donc une offre cette fois à la fois aux institutionnels et au grand public. Oui. Sur Euronext Growth. Voilà, pourquoi, pour quel montant
la continuité de ce qui a été fait, même si le calendrier est effectivement accéléré, puisque les 2,5 millions d'euros levés l'ont été en décembre. Donc ces 2,5 millions d'euros nous permettaient de cocher une case pour être transféré et introduit à nouveau sur Euronext Growth, puisqu'il est nécessaire d'avoir 2,5 millions d'euros de flottant, donc de part du capital ouvert au public ou aux institutionnels, pour justement être éligible à la cotation, outre d'autres éléments que je te laisserai ou pas détailler. Mais cette première volonté était là. Nous avons travaillé sur le dossier et l'ensemble de nos partenaires nous ont fait prendre conscience, à juste titre, qu'il n'y a pas plus belle opportunité qu'une introduction boursière pour lever des fonds. Donc nous avons très rapidement été convaincus de l'utilité de relever à nouveau des fonds, qui plus est en rehaussant nos objectifs de croissance, puisque les fonds levés nous permettent d'aller encore plus vite. Donc nous avons, lors de notre introduction sur Euronext Growth, qui date du 1er juin de cette année, si je ne dis pas de bêtises, ou à 48 heures près, c'est à peu près ça. Il y avait un tel embouteillage aux introductions que j'ai plus la date en tête, Alexis, m'en veut pas. Donc nous avons à ce moment-là, la levée de fonds était de 3 millions d'euros, qui venait s'ajouter aux 2,5 millions levés 6 mois après. Avec différentes extensions possibles. Donc, si les 3 millions d'euros étaient levés, il y avait ensuite une cession des dirigeants, donc 3 dirigeants historiques qui pouvaient céder jusqu'à 2 millions d'euros. Et si toutefois les 2 millions d'euros étaient cédés, nous avions mis en place une clause d'extension de 15% du montant initial levé, donc 15% de 3 millions égale 450 000. Donc au final, nous avons levé 3 millions plus 450 000, donc 3 450 000 pour l'entreprise, auxquels se sont ajoutés 2 millions de cessions des dirigeants. Les conseils qui nous étaient donnés étaient clairement les bons, puisque avec une petite campagne de communication aussi dans les médias papier et sur les médias digitaux, l'offre a été sursouscrite presque 3 fois par rapport à la demande initiale de 3 millions d'euros, puisque près de 9 millions d'euros ont été souscrits avec une répartition quasi 50-50 entre les fonds institutionnels et le grand public qui a beaucoup aimé le modèle que nous présentions. Ok, très clair. Donc, vraiment un beau succès dans ce chemin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la valorisation, enfin, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'imagine que si, du coup, parce que c'est des sujets importants, que tu avais sur Access et celle que tu as aujourd'hui Alors oui, je m'en souviens. J'accepte le chambrage avec plaisir, Alexis, mais je le dis devant tout le monde, je fais partie de ces dirigeants qui ne regardent pas leur cours de bourse tous les jours. Et je le revendique et j'en suis extrêmement fier. Lorsque nous nous sommes cotés, l'entreprise était valorisée, que je te dise pas de bêtises, j'ai peur de te dire. Je savais que tu n'étais pas un homme d'argent. Tu l'as ou pas le montant exact? J'ai un doute. Ben, on a parlé de 4 millions ou 4 millions et demi. Mais... J'avais un doute. 4 millions, c'est 4 200 000. Donc l'entreprise était valorisée sur une base de 4 200 000 euros, donc en 2019 sur Access. Et au moment où je vous parle, elle vaut un petit peu plus de 30 millions d'euros sur Euronext Growth. Donc effectivement, une valorisation qui a été décuplée en totale adéquation avec nos performances, notre business plan. Oui, parce que du coup, tu annonçais pour l'auditoire que tu terminerais l'année sur un chiffre d'affaires à combien? Alors, on avait annoncé donc en début d'année l'objectif annuel qui était de dépasser le cap des 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Suite à un premier semestre clairement réussi, il a été révisé à 32 millions d'euros. Et la dernière communication en date que j'ai eu plaisir à transmettre au marché était de dire que j'étais très confiant pour atteindre cet objectif des 32 millions d'euros. Très bien. Ça, c'est le bel exercice voilà, de communication boursière. Je te félicite. Du coup, alors, tu nous as parlé de visibilité. Est-ce qu'on peut approfondir du coup comment la bourse t'a aidé dans ce chemin de croissance? Est-ce que du coup c'est uniquement de la visibilité? Comment a été mobilisé ce cash? Est-ce qu'il vous en reste? Il a été levé pour quoi faire? Comment tu vas te servir de ces outils-là aujourd'hui? Il en reste un petit peu. Il en reste un petit peu puisqu'on a quand même levé 3,5 plus 2,5, donc on a quand même levé 6 millions en l'espace de 6 mois. Premièrement, nous avons des ambitions de croissance externe. Donc le cash qui a été levé à 2 reprises est venu immédiatement renforcer nos fonds propres qui vont nous permettre sur de futures opérations probables de mieux discuter avec nos partenaires bancaires.
puisque beaucoup de ratios d'endettement sont basés sur les fonds propres et cela nous rendra d'autant plus crédibles et aisés sur les futurs dossiers. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y avait aussi ce besoin de financement de BFR. Qui était pour le coup réel, et la volonté d'hypercroissance de notre entreprise, ce cash nous a aussi permis de parvenir à des accords commerciaux uniques, puisque pour parler un petit peu brut de pomme, lorsqu'on veut signer des gros contrats, chacun de nos entreprises respectives, il faut sortir le chéquier. Donc lorsqu'on a le chéquier à disposition et qu'on est en capacité de proposer certaines choses que nos concurrents directs ne peuvent pas proposer, notamment sur des montants de commandes un petit peu plus grands, cela nous facilite grandement les choses. Donc aujourd'hui, il reste de l'argent dans les caisses, il est utilisé intelligemment. Alors là, avec la crise que nous traversons, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous l'utilisons majoritairement dans le pilotage de l'utilisation de nos stocks et de notre quotidien, puisque les problématiques d'approvisionnement, puisque l'ensemble de nos produits électroniques nous proviennent de Shenzhen, et si certains d'entre vous collaborent avec nos amis asiatiques, notamment Shenzhen ou Hong Kong, tout le monde a conscience et connaissance, outre les problématiques de production, les gros soucis d'import, notamment avec la crise du transport. Donc aujourd'hui, le cash utilisé dans ce sens-là, c'est temporaire, puisqu'il a vocation à rentrer. S'il y a un surstockage à un instant T, par la suite, cela va se réguler. L'objectif vraiment premier et initial du cash était de renforcer les fonds propres en prévision, je l'espère, de grosses opérations de croissance externe dans les années à venir. Ok, c'est très clair. Tu l'as abordé rapidement, le sujet du cours de bourse sous forme de boutade, mais du coup, j'aimerais y revenir. Ok, tu ne regardes pas ton cours de bourse, mais on l'entend quand même régulièrement de gens qui ne sont pas forcément cotés et parfois de gens qui sont cotés, qu'il peut y avoir une forme de tyrannie de ce cours de bourse. Est-ce que pour toi, justement, c'est un indicateur et un driver de ta stratégie et de la manière dont tu la déploies, ou absolument pas? Quelle est la vision que toi ou les employés peuvent en avoir? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu le vis au quotidien? Alors, c'est important effectivement que tu évoques les équipes, puisque je le précise, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est un objectif qui est très personnel. Je suis foncièrement ouvert sur les sujets sociaux, et donc l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble des collaborateurs sont sujets à un programme d'AGA, donc distribution d'actions gratuites de la part de l'entreprise, et donc l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise sont aussi actionnaires de cette dernière. Donc eux ont une perception du cours de bourse qui est différent effectivement du mien. Aujourd'hui, je dis que je regarde plus le cours de bourse, c'est vrai. Je le regarde peu, je le regarde énormément lorsqu'il y a une publication. Lorsqu'un bilan est annoncé, lorsqu'un objectif est révisé, effectivement, je suis très curieux de voir l'interprétation que le marché a du développement de notre entreprise. Entre deux publications, je regarde peu, puisqu'effectivement, les fluctuations sont sujets à spéculation, dans le bon sens du terme, et donc c'est de l'interprétation de l'ensemble des actionnaires de l'entreprise. Je l'ai beaucoup regardé au début. Sur Access, je l'ai beaucoup regardé alors qu'on avait extrêmement peu de liquidités, puisque je l'ai dit, cotation dite technique, donc zéro levée de fonds. Nous détenions 100% du capital. Nous avions mis quelques titres sur le marché quand même pour animer un petit peu, donc de l'ordre de 3 à 4% du capital de l'entreprise à ce moment-là. Et finalement, j'ai très vite compris deux choses. La première, c'est que ça pouvait devenir un enfer. Ça pouvait devenir un enfer puisque c'est un élément qui décidait de la valeur de ma propre entreprise, mais je n'avais plus la main dessus. Et ensuite, dans un second temps, j'ai compris que j'avais la main dessus, puisque finalement, la valeur de l'entreprise allait dépendre des performances de cette dernière. Donc aujourd'hui, je regarde, j'imagine, comme bon nombre d'entre nous, ce que j'appelle être mon dashboard, mon cockpit digital, puisque nous sommes très digital dans tout ce que nous faisons. Je regarde nos performances au quotidien et j'en déduis, j'ai ma propre analyse de la situation et j'en déduis ce que doit être notre valorisation ensuite, mais je ne regarde pas le cours au quotidien et honnêtement, je le regarde 1 à 2 fois par semaine, grand maximum, puisque outre me perturber dans un sens comme dans l'autre, ce qui compte, c'est les chiffres et les performances réalisées par l'entreprise. Très bien. Alors, du coup, pour rebondir sur ce que tu évoques, et là, c'est peut-être plus des sujets de gouvernance. Aujourd'hui, comment est constitué le capital? Quel pourcentage t'en détiens encore, toi et les autres cofondateurs? Finalement, qui est au contrôle du capital de l'entreprise? Alors, suite à l'opération donc d'introduction sur Grosse au 1er juin, puisque depuis, il y a eu 2-3 petits mouvements de la part d'un des actionnaires historiques, mais la dernière table de capitalisation que j'avais sous les yeux, je détenais à titre personnel 34% du capital de l'entreprise et nous possédions à 3,61%
17 étaient alors détenus par des fonds et un petit peu plus de 20% par des fonds dans une moindre mesure et au public. Donc 61% à 3, mais à titre personnel 34%. Au niveau de la gouvernance, bon, le conseil d'administration est présidé par moi-même. Donc en tant que président du conseil, directeur général, j'ai toute liberté et tout pouvoir pour appliquer la feuille de route qui est la mienne et qui est la nôtre. C'est justement ce qu'attendent les actionnaires entrant au capital. Ils adhèrent justement à cette feuille de route, ils adhèrent à ce modèle. Donc notre conseil d'administration est composé de 4 personnes. C'est un sujet sur lequel nous allons retravailler l'année prochaine, puisque compte tenu la croissance qui a été la nôtre et comment dire, le niveau qu'a atteint l'entreprise, il est important pour nous d'un petit peu mieux structurer ce conseil d'administration. Donc nous envisageons de recruter notamment un administrateur externe. Ça pourrait être très intéressant d'avoir un regard neuf et externe à l'entreprise. Mais sur les méthodes de pilotage au quotidien, elles sont assez traditionnelles avec un comité de direction au sein même de l'entreprise qui applique les différentes guidelines qui ont pu être données par le conseil. Ok, donc je comprends que tu as toujours toute liberté stratégique de déployer ta feuille de route comme tu le souhaites en tant que dirigeant. Toujours toute liberté, et l'ensemble des fonds ayant souscrit au capital avec qui j'entretiens d'excellentes relations nous pousse vraiment dans cette dynamique-là. Il y a une vraie croyance dans le modèle que nous avons créé, dans les performances que sont les nôtres. Il n'y a absolument aucun sujet tabou, ni même aucun sujet vis-à-vis de la gouvernance, puisque, encore une fois, aujourd'hui les performances sont là, tout se passe très bien et nous avons volonté et conscience de structurer cette gouvernance, notamment le conseil au fil des années à venir. Très clair. On a parlé jusqu'à maintenant des côtés un peu sexy de la bourse. Est-ce qu'on peut parler du coup des côtés qui nous sont souvent remontés, c'est-à-dire des exigences, des côtés moins sympathiques ou de la bande passante que ça peut prendre? Et en l'occurrence, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, tes principales obligations en tant que CEO d'une société cotée et le temps que ça te prend dans ton agenda et si possible, pourquoi faire? Alors, corrige-moi si je me trompe, Alexis, sauf erreur de ma part, mes obligations personnelles sont plutôt limitées. C'est surtout au niveau des cessions ou des achats de titres, où effectivement, il y a un délai concernant les publications stratégiques, donc notamment les bilans, les attestations de chiffre d'affaires, ou en tant que dirigeant, puisque je suis initié, enfin ça va au-delà de ma compétence de dirigeant, c'est que je fais partie de la liste des initiés de l'entreprise. Je suis dans l'incapacité d'acheter ou de vendre des titres. Si je dis pas de bêtises, c'est 30 jours avant chaque publication stratégique contenant des chiffres et des éléments. À ma connaissance, c'est ma seule contrainte personnelle. Ensuite, au niveau de l'entreprise, ce que tu appelles des contraintes, c'est juste un calendrier de publication. Il y a des publications financières notamment à respecter, que ça soit du bilan, de l'attestation de chiffre d'affaires. Là, en l'occurrence, on est sur un bilan semestriel, donc de bilan annuel. Bon, si c'est ça qu'on appelle des contraintes, honnêtement, ça ne l'est pas forcément pour moi, mais j'ai pas de. C'est vraiment le respect de ce calendrier. Mais je reviens quelques minutes en arrière dans la conversation. Lorsque nous étions cotés sur Euronext Access, nous avions à ce moment-là pris le temps de nous renseigner sur les futures obligations du marché grosse, et nous étions par nous-mêmes déjà obligés. Certaines publications, certaines méthodes, donc qui peut être apparenté comme des obligations aujourd'hui ne le sont pas forcément pour nous, puis ça fait partie de nos habitudes. Et du coup, la rencontre ou le dialogue peut-être avec tes investisseurs, notamment institutionnels, qui sont rentrés? Oui, en termes de temps, effectivement, tu posais la question sur le temps nécessaire à l'animation, j'ai envie de dire, de notre parcours boursier. Donc nous sommes principalement 2,5 à travailler sur le sujet. Nous nous répartissons les rôles et les tâches. Globalement, par mois, si on lise vraiment tout sur l'année, il y a des moments un peu plus forts que d'autres. Ça va demander 3 jours de boulot répartis entre différentes personnes, 3 jours de travail par mois, approximativement. C'est très clair. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, est-ce que tu as un directeur financier, toi? Et si oui, quand est-ce que tu l'as onboardé? Et sinon, est-ce que c'est nécessaire, du coup, et quand?
Alors, je n'en avais pas, je n'en ai pas, et j'ai bon espoir d'en avoir un ou une dans les semaines et mois qui viennent, puisqu'il y a un recrutement en cours. Alors, ça peut paraître assez étrange d'atteindre peut-être des niveaux comme les nôtres, en l'occurrence un peu plus de 32 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice sans directeur financier, mais pour rappel, notre activité est digitale. Nous possédons nos propres développeurs internes. Je suis moi-même, pour la petite histoire, un ancien développeur, un féru d'automatisation. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure comme étant mon cockpit digital et notre contrôle de gestion interne nous permettent d'avoir toutes les informations dont nous avons besoin au quotidien. Nous sommes outillés dans le bon sens du terme, développement d'outils internes, et nous appuyons énormément sur les outils du marché. Des outils bancaires, du pilotage de trésorerie, etc. Donc nous avons réussi, et j'ai réussi jusqu'ici à piloter parfaitement l'entreprise sur le sujet financier, non sans mal par moment, je le reconnais bien volontiers, mais il ne tenait qu'à moi d'avoir plus de compétences sur ces sujets. Mais nos partenaires des opérations boursières nous aident énormément, et ils sont justement là pour ça, avec la volonté qu'est la nôtre de continuer de croître sur l'exercice prochain. Le recrutement d'un ou d'une directeur financière est impératif. Donc oui, nous allons à ce moment-là staffer, puisque notre comptabilité est aujourd'hui toujours externalisée, puisque peut-être que demain nous aurons besoin de réaliser de la consolidation de bilan, et ça passe par des compétences qui nécessitent, selon nous, d'être internalisées, puisque nous pourrions avoir un directeur financier externalisé, mais notre confiance pour les prochains exercices est telle que nous souhaitons internaliser ce poste-là. Ok, c'est très clair. Donc en fait, on peut quand même avancer effectivement jusqu'à un certain degré de maturité en externalisant un certain nombre de fonctions si Je suis intimement il y a des persuadé besoins. on peut effectivement aller très haut, et la dimension digitale, outils sur lesquels on s'appuie tous au quotidien est indispensable. On n'aurait pas pu arriver là où on est aujourd'hui sans les outils qui sont les nôtres. Mais c'est partie de l'âme de l'entreprise, justement, cette visibilité au quotidien. Et si on n'a pas cette visibilité, effectivement, il est préférable d'avoir ce poste stratégique peut-être un peu plus en amont dans la croissance de l'entreprise. Très clair. Tu nous parlais tout à l'heure de responsabilité sociale de l'entreprise, et toi, de sujets qui te tenaient à cœur. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a une pression des investisseurs déjà boursiers sur ces sujets? Est-ce que c'est des sujets sur lesquels tu as été challengé sur ta levée de fonds, tes levées de fonds en l'occurrence? Est-ce que toi, tu mets en place et la manière dont tu vois le sujet aujourd'hui? Alors, premièrement, c'est un sujet qui fait intégralement partie de la stratégie de l'entreprise. Nous sommes vraiment très engagés sur les sujets RSE, ESG au sens plus large. Donc, ça fait partie vraiment de nos mœurs et de notre ADN. Pour répondre à ta question sur les investisseurs, très clairement, il n'y a pas un fonds. Il n'y a pas un fonds avec qui j'ai pu discuter lors du roadshow, puisqu'effectivement, lors de l'introduction, mais c'est le cas sur une levée assez traditionnelle, j'imagine. Donc, il y a un roadshow à faire. Donc, celui-ci était digital, un des rares éléments positifs du Covid. Ça m'a évité de traverser la France. Mais donc, lors du roadshow, l'ensemble des fonds nous ont challengés sur les sujets RSE, ESG. Nous avons été audités par un organisme extra-financier, Etifinance, qui est venu auditer justement l'entreprise sur ces sujets RSE, ESG, avec différents pans, le pan social, le pan environnemental, le pan gouvernance, et le quatrième, je l'ai plus. Bref, l'ensemble des pans. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vraiment, il n'y a pas une conversation, il n'a pas été évoqué. Et du coup, tu as une feuille de route que tu mets en place pour l'entreprise? On avait déjà une feuille de route, mais encore une fois, ce qui a pu être identifié initialement comme étant une contrainte, en l'occurrence cet audit externe qui est venu challenger cette feuille de route, finalement l'audit externe est venu compléter cette feuille de route. Donc notre feuille de route a été enrichie des remarques qu'a pu nous faire Etifinance, donc c'est la société Gaia Research, et donc de là nous avons effectivement une feuille de route. Pour 2021 elle est déployée, et pour 2022 il nous reste beaucoup de choses à faire. Ok, et tu publies des éléments du coup dans ton rapport annuel sur ces sujets-là? Oui, il y a effectivement des éléments publics, mais au-delà des éléments publics, je m'en suis servi et je m'en sers toujours dans l'ensemble de mes petits slideshows d'entreprise. Lorsque je fais des points investisseurs, systématiquement, il y a une à plusieurs slides qui détaillent l'avancée justement de nos actions sur les sujets RSE, ESG. Très clair.
Alors, tu nous parlais des publications régulières du semestre, mais je crois que vous êtes allé au-delà même du semestre, ce qui n'était pas une obligation de commencer à publier certains éléments au niveau du trimestre. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça sert du coup le dialogue avec les parties prenantes de l'entreprise, les actionnaires peut-être, mais peut-être d'autres parties prenantes? On est parti d'un principe qui est aussi lié au statut de notre entreprise et à sa croissance, mais il est nécessaire d'entretenir les relations avec l'ensemble des actionnaires et des investisseurs. Il y a deux possibilités, la proactivité ou la réactivité. Un délai de 4, 5, 6 mois entre deux publications, on peut être certain qu'énormément de questions vont nous être posées, la température va être prise, etc. Avec toutes les contraintes que sont celles justement de la bourse, de ne pas pouvoir dire à quelqu'un en privé ce qui n'est pas public lorsque cela contient des informations stratégiques. Donc ça nous a permis aussi de désamorcer ce qui aurait pu être une bombe de communication et donc notre volonté de publier aussi des attestations de chiffre d'affaires, puisque là on est sur des comptes qui sont non audités à ce moment-là. Donc nos attestations de chiffre d'affaires trimestrielles nous permettent d'animer notre flux de communication boursière et de garder un contact régulier et proche avec l'ensemble des actionnaires. Ok, très très clair. Et tu évoquais tout à l'heure la croissance externe. Du coup, la bourse permet à la fois, sans doute via des levées de fonds, de la faire en cash et peut-être aussi en échange d'actions. C'est des choses auxquelles tu réfléchis et quel type de croissance externe vous avez en tête en fait? Ce sera racheter un acteur comme vous ou Alors, sans tout dévoiler? Non, je ne dévoilerai pas tout, Alexis, puisque j'ai été bien formé sur les obligations légales, donc je pèse mes mots. À ce stade, tout est envisageable, comme on dit dans le politiquement correct. On envisage à la fois d'internaliser, d'intégrer au sein de ce qui a vocation à devenir un groupe, donc notre entreprise, un fabricant, donc remonter d'un niveau dans la chaîne de valeur. On est aussi intéressé par des concurrents directs. Tout dossier qui correspond à certains critères que nous avons définis peut clairement nous intéresser, sachant que les critères définis sont des sociétés rentables et en croissance. On n'a pas vocation à racheter des sociétés qui seraient dans le mal et les redresser. C'est pas notre plan, c'est pas notre objectif. Ensuite, sur le format qui pourrait être proposé, bien évidemment, un des leviers boursiers, c'est justement la possibilité de faire adhérer la société rachetée à des valeurs d'entreprise, mais surtout à des perspectives d'entreprise. Donc, dans les négociations que nous avons déjà entamées, le sujet action est un sujet à part entière pour une partie du paiement de la cible. Ok. Christophe, je ne sais pas si on a quelques questions, ou du coup j'en appelle au public nombreux qui nous a rejoints. Si vous avez des questions à poser à Rémi ou à moi-même, c'est avec grand plaisir que sur le chat, en fait, dont les questions, vous y aviez répondu. J'invite les participants en fait à prendre la parole directement en live. Si vous avez quelques questions, on va se donner une dizaine de minutes. Donc allez-y, je vous en prie. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors, j'en avais une de Stéphanie, donc, qui est journaliste. Quelles étapes de préparation avec IPO? C'était quoi exactement? Avant IPO, pardon. Quelles sont les étapes préparatoires à l'IPO? Les étapes préparatoires à l'IPO, donc on parle, j'imagine, d'Euronext Growth, en l'occurrence. La rédaction Alexis, tu es peut-être mieux placé que moi, puisque là, en l'occurrence, c'est la structuration du dossier. Donc, peut-être je vais te laisser détailler ce qu'il en est. Tu connais mieux les modalités. On peut répondre de manière collégiale, mais effectivement, il y a deux aspects principaux. Il y a l'aspect qui est lié à la documentation, donc ce qui va être soumis ou non à l'AMF ou à Euronext en fonction de la taille de l'opération. Et qui va détailler les principaux chiffres de l'entreprise, son business model et tout élément d'intérêt pour que les investisseurs, particuliers ou professionnels, puissent étudier correctement la société et ses plans de croissance. Et puis, il y a un deuxième pan de la préparation de l'IPO, qui est ce qu'on appelle le marketing, où là, en fait, c'est préparer la rencontre avec les investisseurs et la manière dont on va parler avec eux.
que ce soit les investisseurs particuliers, là c'est plus centré et c'est plus un travail qui est fait avec l'agence de communication financière, ou avec la banque introductrice, là où les banques introductrices, où là on va plutôt orienter son discours et son niveau d'échange et de dialogue avec des investisseurs professionnels. Voilà, Rémi, je ne sais pas si tu veux nous parler de ces deux aspects, peut-être, la rencontre ou la communication avec les particuliers, et peut-être les échanges et la rencontre avec 1, 10, 20, 50, je ne sais pas combien d'investisseurs institutionnels ou professionnels tu as rencontrés pendant cette période. On en a rencontré pas mal. J'ai plus le nombre exact. Ça s'est fait par le biais de plusieurs visioconférences, comme je le disais tout à l'heure, puisque la crise Covid nous empêchait de nous déplacer, de rencontrer chacun one-to-one. Il était préférable d'organiser ça de cette façon-là. Mais oui, effectivement, nous avons discuté avec plusieurs dizaines de fonds ou de représentants de fonds. Et donc, un gros travail de préparation. À ce moment-là, on est dans du commercial pur. Il faut se vendre. Il faut vendre l'entreprise, il faut vendre ses perspectives, il faut vendre son projet, il faut convaincre. Donc, c'est ce à quoi je me suis attelé. C'est probablement le moment et la période la plus chronophage me concernant, puisque sur la rédaction du document, de la documentation, il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais il y a un énorme travail qui est réalisé par le listing sponsor, un énorme travail qui était réalisé aussi par donc notre listing sponsor dans le cas de l'introduction sur Euronext Growth, c'était Euroland. Nous avions changé entre Access et Growth pour tout un tas de raisons, mais ça nous semblait pertinent. L'ami Lexel était toujours notre cabinet d'avocat d'affaires, donc il y a un énorme travail sur la documentation réalisée par ces parties-là. Mazar aussi un petit peu travaillé sur le commissariat aux comptes, mais mon travail a principalement été un travail de représentation de l'entreprise et de commercialisation de cette dernière à l'état pur. Très clair. Alors, je lis une question complémentaire de Stéphanie, du coup, sur le process et comment s'y préparer. Alors, soit on fait comme Rémi, du coup, lui, il a eu la chance de faire ça en plusieurs étapes et du coup, il a pu se préparer et comprendre et intégrer forcément mieux et de manière plus progressive, sans doute, les codes et le fonctionnement de la bourse avant de réaliser son IPO. Ensuite, sinon, Euronext propose des programmes de formation sur sélection, mais qui sont gratuits, pour les sociétés plutôt typées familiales, et pour ce qui nous occupe, pour les startups et scale-up, un programme qui s'appelle TechShare, qui est un programme qui recrute chaque année à l'automne et qui ensuite va former pendant 9 mois environ, mais de manière, j'allais dire, très compacte pour les dirigeants sur quelques jours. Justement les dirigeants de start-up à envisager de comment on s'y prépare, de comment se déroule une IPO, de comment gérer l'après. Et Rémi nous a donné des nombreuses clés sur ce sujet. Donc voilà, chaque année, il y a un appel à candidature qui est fait entre septembre et novembre. Il y a un jury de places qui se réunit et qui va permettre à aujourd'hui 120 sociétés en Europe de participer à ce programme. Et du coup, d'avoir des rencontres multiples avec l'écosystème de conseil qui serait amené à réaliser son opération, à surtout rencontrer beaucoup de dirigeants comme Rémi qui ont déjà franchi le pas et qui sont capables de leur faire un feedback et un retour circonstancié sur la manière dont ça se passe. Et puis aussi avoir de l'audit entreprise par entreprise sur certaines fonctions qui ont été évoquées depuis tout à l'heure, notamment la communication financière, les aspects légaux, juridiques, et la partie commissariat aux comptes audit aussi, pour voir quel est le travail en amont qui est à réaliser potentiellement par l'entreprise avant de se lancer. J'avais une autre question. Quels sont les fonds français qui s'intéressent à Euronext Access ? Alors, c'est un peu ce qu'évoquait Rémi tout à l'heure. Pour nous, Euronext Access, dans la voie de financement, c'est pas forcément un marché qui est un marché de levée de fonds. Cela dit, ça n'empêche pas des fonds, et en l'occurrence des VC, à ce moment-là, qu'ils aient un ADN boursier ou non, parce que là, en l'occurrence, tout à l'heure, on parlait de Nextage, qui est un fonds qu'on appellera nous crossover, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une capacité à investir dans des sociétés purement privées et à la fois sur des sociétés boursières. Donc, en ayant connaissance de ces deux mondes-là, ils sont capables de faire le lien entre les deux. Mais tous les fonds n'ont pas forcément cette emprise-là. J'allais dire que là, pour le coup, Access, il y a certains fonds tout à fait privés qui peuvent s'intéresser aux sociétés et pas forcément en lien avec le fait qu'elles soient cotées.
C'est un peu différent de Euronext Growth, où on va principalement avoir des fonds, là pour le coup, même s'il y a des family office, un certain nombre de fonds qui ne sont pas purement boursiers, des corporates, qui vont permettre d'investir des fonds dans ces sociétés. Je répondrai juste en complément par rapport à ce que tu viens de dire, Alexis. Pour les discussions que nous avions eues alors que nous étions cotés sur Access, notre plan était très clair d'utiliser effectivement Access comme étant un compartiment tremplin avec à terme une volonté d'être coté sur Euronext Growth. En lisant entre les lignes, on se doute bien, et en voyant le business plan de notre entreprise, qu'il y avait une vraie volonté de croissance, que finalement les quelques fonds qui peuvent avoir de l'intérêt pour Access, et je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut penser, s'il y a une perspective de recotation ensuite sur Euronext Growth, d'un point de vue purement financier et liquidité, c'est un très bon coup pour eux. Donc en tapant aux bonnes portes, je suis intimement persuadé qu'on peut sans aucun souci lever des fonds sur Euronext Access comme on a pu le faire à ce moment-là. Alors, du coup, il y a plusieurs questions autour effectivement de cette opposition, on va dire, capital privé public, et peut-être de ce que ça change dans la gouvernance, et est-ce qu'il faut absolument faire un tour privé avant la bourse ou non. Là, du coup, Rémi, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, mais tu nous en as déjà. Non, après là-dessus, c'est, je pense, chacun son histoire et sa perception comment dire, de la quote-part de son capital et de ce qu'il est prêt à céder ou pas, parce qu'il y a effectivement des concessions et des concessions à faire. Lorsqu'on lève des fonds, on fait des concessions. Donc, la volonté, la seule chose moi que je peux dire, c'est que si j'ai fait une cotation technique, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas prêt à céder à titre personnel, puisque j'avais un business plan ambitieux, et on a ensuite ouvert le capital au fil du temps, mais tout est envisageable, et je pense que la réponse revient à chacun en fonction de sa stratégie personnelle et de ses ambitions. Et alors, pour compléter de mon côté, je n'opposerai bien entendu pas les deux sujets. Effectivement, aujourd'hui, on va dire que 80%, pour ne pas dire plus, des sociétés technologiques qui s'introduisent en bourse pour une IPO, en tout cas, donc sur Euronext Growth, sont accompagnés par des fonds de venture capital. Donc bien sûr que c'est assez coutumier, bien sûr que c'est important, et ça leur a permis de franchir des caps, de se structurer, et pour un certain nombre d'entre elles, d'en arriver là et de pouvoir prétendre à une IPO. Pour prolonger sur le sujet de sortie, effectivement, bien entendu que si les fonds valident, parce que là c'est la grande différence peut-être entre la bourse et le capital privé, il y a des pactes d'actionnaires pour le capital privé qui font que finalement le chemin vers l'IPO doit forcément et impérativement être validé par l'ensemble des actionnaires autour de la table. Et si les fonds se dirigent souvent sous l'impulsion des dirigeants aussi vers l'IPO, c'est bien qu'il y a un horizon de sortie, une partie qui peut être à l'IPO et une partie qui est après ce qu'on appelle la période de lock-up, c'est-à-dire après quelques mois pendant lesquels les fonds ne peuvent pas sortir, et qui permet ensuite de sortir leur participation. Alors, on a une question qui nous a été reposée plusieurs fois, effectivement, c'est sur la prise en compte au niveau de la gouvernance, en tout cas le changement de gouvernance de l'entreprise. Je l'évoquais à demi-mot il y a un instant. Effectivement, entre le capital privé, où la gouvernance est tenue à la fois par les dirigeants, mais par les principaux investisseurs, et uniquement par ces gens-là, et en plus, comme je l'évoquais, avec un pacte d'actionnaires qui conditionne un certain nombre d'échanges, en tout cas dans ce cadre-là. Le pacte d'actionnaires, en tout cas une grande partie, n'étant plus applicable en bourse, puisque tous les actionnaires doivent être au même niveau. Déjà, la gouvernance est forcément rebattue, et il n'y a pas forcément, et Rémi pourra en tout cas compléter, de présence de fonds dans la gouvernance de l'entreprise ensuite. En tout cas, c'est absolument pas une obligation. Et même d'une certaine manière, c'est aussi une contrainte pour les fonds, puisqu'ils seraient moins libres, à partir du moment où ils intégreraient la gouvernance de l'entreprise, d'acheter ou de vendre les actions dont ils sont détenteurs. Cela dit, ensuite, il y a des bonnes pratiques de gouvernance pour répondre aussi aux questions qui sont édictées notamment par le code AFEP-MEDEF ou pour les PME ETI plutôt par le code Middle Next, qui viennent, et Rémi a abordé le sujet tout à l'heure, préconiser un certain nombre de bonnes pratiques pour que la gouvernance de l'entreprise reflète l'actionnariat, en l'occurrence avec des administrateurs indépendants, possiblement avec des administrateurs salariés aussi, ça peut exister, de telle manière à enrichir au maximum la manière dont la gouvernance est opérée.
On avait une question de Stéphanie sur l'implication des équipes en dehors de la gouvernance avant et pendant le process IPO. Alors globalement, néant. Néant parce que rien n'a changé en fait encore une fois et sur le process IPO il y a certaines personnes, moi le premier qui est passé énormément de temps, notre directeur de la communication aussi et notre directrice administrative a contribué à la rédaction du dossier ou en tout cas aux échanges certains éléments, mais il n'y a pas eu de besoin de solliciter les équipes finalement. On leur a expliqué un petit peu la façon dont les choses allaient se dérouler puisqu'il fallait évidemment communiquer avec ces dernières pour les rassurer, pour leur expliquer que rien n'allait changer puisque finalement, on parlait de gouvernance, mais nos équipes internes se posaient beaucoup de questions aussi. Est-ce que nous allons être en capacité de continuer à collaborer, à travailler de cette façon? Est-ce que j'allais moi-même garder les pouvoirs de mettre en place tout ce qui me tient à cœur pour nos équipes et d'avancer dans ce sens-là et que la dimension financière n'allait pas prendre le dessus justement sur l'éthique qui est la nôtre et sur la volonté de bien-être de nos collaborateurs? Mais non, absolument rien n'a changé pour nos collaborateurs, bien au contraire. Bien au contraire, puisque l'IPO nous a permis, une fois atteinte, d'accélérer notre croissance et de maintenir leur qualité de vie, leur bien-être au travail. Il y a une question sur les peurs que tu as pu avoir avant de franchir ce pas de la cotation. C'est intéressant, peut-être. Ouais, les peurs, c'est un bien grand sujet. Enfin, les peurs, finalement, est-ce que c'est une peur? Non, c'était de l'excitation, c'était de l'inconnu. Euronext n'a jamais été un objectif de vie me concernant, jamais. Contrairement à l'un de mes associés historiques, moi, j'ai vraiment pris ça comme étant un énorme challenge. Et non, peur vraiment. Non, des questions sont posées, mais peur, non, jamais, jamais, puisque nous avons été extrêmement bien accompagnés depuis le premier jour et depuis le jour où nous avons tapé à la porte de ton bureau, Alexis, nous avions finalement compris que si nous structurions le dossier, l'entreprise correctement, les choses allaient se passer correctement. Et comme je l'évoquais en introduction, aujourd'hui, le sujet boursier est un vrai sujet. Je ne vais pas vous dire que c'est un sujet que je balaye d'une main au quotidien. Il peut apporter sa dose de stress et de pression, mais qui est moindre que celle que je m'inflige moi-même vis-à-vis de mon entreprise, des performances cette dernière. Donc non, peur, je pense vraiment pas. Peut-être une fois pour le grand oral, parce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, il y a eu un grand oral à faire quand il fallait monter à la défense. Si, je suis peut-être monté une fois avec la boule au ventre parce qu'il fallait défendre le dossier, mais c'est comme lorsque vous avez passé votre baccalauréat ou certaines études supérieures, devant un oral, on a souvent une petite boule au ventre, mais à part ça, non. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu peur. Ok, bah ça va me permettre de rebondir. Alors, de répondre à une question qui était effectivement, est-ce qu'on peut faire une IPO sur Euronext Growth Access et du coup, la réponse est non. Effectivement, en tout cas, sous cette nomenclature-là et en faisant appel public à l'épargne, c'est vraiment une opération qui est réservée à Euronext Growth ou à Euronext tout court, qui sont les deux marchés principaux d'Euronext. Et du coup, alors peut-être que ça répond à cette autre question, quelle était l'étape qui t'a semblé le plus difficile ou du moins la moins agréable? Je viens de l'évoquer, le grand oral. Donc le grand oral, c'était devant nous, c'est ça, j'entends? Le grand oral devant vous, parce qu'on s'était mis beaucoup de pression, en fait, même si on avait extrêmement bien travaillé sur le dossier, même si finalement il était au regard de l'ensemble des parties prenantes totalement conforme à ce que Euronext attendait. Donc une entreprise saine, bien structurée, bien gérée, avec des vraies perspectives. C'était le moment clé. Donc effectivement, sur le premier grand oral, celui d'Access, oui, c'était le moment le plus délicat. Le deuxième était beaucoup plus simple puisqu'on était déjà passé par cette phase-là, donc nous étions beaucoup plus confiants. Mais finalement, ça a été le moment délicat. Oui, peut-être pour préciser pour l'assistance qu'effectivement, pour l'ensemble des dossiers sur Euronext Access, c'est donc Euronext qui est un service d'acceptation et de réglementation qui admet ou non les dossiers en fonction de leur qualité. Et c'est aussi le cas pour les IPO sur Euronext Growth jusqu'à 8 millions d'euros. Et au-delà, c'est une co-tutelle avec l'autorité des marchés financiers qui doit donner son visa avant une IPO et Euronext qui doit se donner aussi son accord en fonction de la qualité du dossier. Est-ce qu'on a encore quelques questions? J'en vois plus dans le chat. Il est midi.
Je vous propose peut-être de clôturer. Donc, je le redis. Donc, merci, un grand merci à Alexis qui a proposé la mise en place de ce webinaire, et puis surtout à Rémi aussi, le grand témoin qui nous a fait vivre un peu son quotidien avant et après l'IPO. Merci à tous pour votre présence. Et donc, ce webinaire a été enregistré. Et il sera mis en ligne d'ici ce soir ou demain, hein. Je vous ferai parvenir le lien à la fois de l'enregistrement et de la mise en ligne sur le compte du MEDEF. Voilà, merci à tous.